Définition du droit international privé. Le droit international privé est un droit spécial qui est applicable aux personnes privées, qui sont invitées dans des relations juridiques internationales. C'est un droit qui n'a pas pour objet de régler intégralement le litige au fond, mais elle a un objet préalable, traiter le caractère international de la situation. C'est un droit applicable aux personnes privées, qui règle des relations entre des personnes physiques et morales ressortissant de plusieurs États. C'est ce qui distingue le dit privé du dit public, qui s'occupe des relations entre États ou entre États et OI. Ces personnes privées sont impliquées dans des relations internationales. Le problème est que le caractère international d'une situation n'est pas TJRS évidente et qu'il existe plusieurs conceptions de l'internationalité. On dit généralement qu'est internationale une situation qui présente pour l'organe qui la contemple, au moins un élément d'extranéité. L'organe qui contemple peut être un juge, l'OEC, mariage international, le notaire 3. Les sources du droit international privé. Les sources du droit international privé sont multiples et comprennent à la fois des sources internes et des sources internationales. 1. Les sources internes. Les sources internes du droit international privé sont les lois nationales, la jurisprudence et la doctrine. Chaque État a son propre droit international privé, qui peut varier d'un pays à l'autre. En France, par exemple, le Code civil contient des dispositions relatives au droit international privé, notamment en matière de filiation, de divorce et de PAP 2. 2. Les sources internationales. Les sources internationales du droit international privé comprennent les traités internationaux, les conventions et les accords conclus entre les États. Ces sources visent à harmoniser les règles de droit international privé entre les différents pays et à faciliter la résolution des litiges transnationaux. Par exemple, les traités de Vienne ont pour objectif d'établir des règles substantielles identiques dans différents domaines du droit international privé. 1. Il convient de noter que les sources internationales du droit international privé sont de plus en plus importantes, car elles permettent de surmonter les différences entre les droits nationaux et de favoriser l'harmonisation des solutions juridiques dans les relations internationales. 2. La place prépondérante des sources internes. Les sources internes du droit international privé occupent une place prépondérante. En France, par exemple, il n'existe pas de réglementation générale du DIP. Les lois nationales, telles que le Code civil, contiennent des dispositions spécifiques relatives au DIP, notamment en matière de filiation, de divorce et de PAC. Cependant, ces dispositions sont limitées et ne couvrent pas tous les aspects du DIP 2. La jurisprudence et la doctrine jouent également un rôle important dans la détermination du DIP. Les décisions des tribunaux et les opinions des experts juridiques contribuent à l'interprétation et à l'application des règles de DIP. Cependant, il convient de noter que la jurisprudence et la doctrine ne sont pas des sources formelles de droit, mais elles influencent néanmoins la pratique et l'évolution du DIP 2. Il est important de souligner que la place prépondérante des sources internes du DIP est en train de changer avec l'internationalisation croissante des relations juridiques. Les sources internationales du DIP, telles que les traités et les conventions, prennent de plus en plus d'importance pour harmoniser les règles de DIP entre les pays et faciliter la résolution des litiges transnationaux. 2. La place résiduelle mais grandissante des sources internationales. La place des sources internationales du droit international privé est généralement considérée comme résiduelle, mais elle est en constante augmentation. Les sources internationales comprennent les traités, les conventions et les accords conclus entre les États pour harmoniser les règles de droit international privé et faciliter la résolution des litiges transnationaux. 2. Ces sources internationales visent à surmonter les différences entre les droits nationaux et à favoriser l'harmonisation des solutions juridiques dans les relations internationales. Par exemple, les traités de Vienne ont pour objectif d'établir des règles substantielles identiques dans différents domaines du droit international privé. 1. L'importance croissante des sources internationales du droit international privé est due à l'internationalisation croissante des relations juridiques. Les États reconnaissent de plus en plus la nécessité de coopérer et de coordonner leurs règles de droit pour garantir une meilleure protection des droits des individus et une plus grande prévisibilité juridique dans les relations internationales. 2. Il convient de noter que les sources internationales du droit international privé ne remplacent pas les sources internes, mais elles complètent et influencent leur application. Les tribunaux nationaux peuvent se référer aux traités internationaux et aux conventions pour interpréter et appliquer les règles de droit international privé dans les litiges transnationaux. 2. L'histoire du droit international privé. L'histoire du droit international privé peut être divisée en 3 périodes: prédoctrinale, doctrinale et contemporaine. 3. 1.
La période prédoctrinale. À l'époque romaine, il n'y avait pas de véritable conflit de loi car les citoyens romains étaient soumis au juge civil et les autres étaient soumis au juge gentilhomme. Cependant, avec l'expansion de Rome et l'interaction entre différents systèmes juridiques, des questions de qualification du droit ont commencé à se poser. On a également vu émerger l'idée de l'application de la lex fori, c'est-à-dire la loi de l'état du juge, pour résoudre les litiges. 3. 2. La période doctrinale. Après la chute de l'Empire romain, avec l'arrivée des peuples barbares, chaque individu était attaché à sa propre loi nationale. Des conflits de loi ont alors pu se produire, et des critères de primauté ont été développés pour déterminer quelle loi devait prévaloir. Par exemple, la primauté était souvent accordée à la loi du peuple vainqueur. 3. La période contemporaine. Au Moyen-Âge féodal, l'importance du territoire a conduit à l'application de la loi de la seigneurie. Cependant, avec l'augmentation des échanges commerciaux et des déplacements de personnes, des règles de droit international privé ont été développées pour régler les conflits de loi. Ces règles ont évolué au fil du temps pour tenir compte de l'internationalisation croissante des relations juridiques. 3. Il convient de noter que l'histoire du droit international privé est essentiellement un droit historique, qui s'est développé en fonction des besoins et des réalités de chaque époque. Les sources du droit international privé ont également évolué, passant d'une prédominance des sources internes à une reconnaissance croissante des sources internationales. 1. Partie 1. Est la compétence internationale directe des tribunaux français. La compétence internationale directe des tribunaux français est régie par les règles de compétence territoriale prévues par le Code de procédure civile. Selon l'article 42 du CPC, le tribunal français compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Cela signifie que les tribunaux français peuvent être compétents pour connaître d'un litige international lorsque le défendeur est domicilié en France. 1. Cependant, il existe des exceptions à cette règle générale. Par exemple, si aucun lien de rattachement ne peut être établi avec un tribunal français, le demandeur peut saisir un tribunal qui permet une bonne administration de la justice, en se basant sur des critères pratiques tels que la proximité géographique ou l'accessibilité. 2. Il convient également de noter que les articles 14 et 15 du CPC prévoient des privilèges de juridiction. Les Français ainsi que les étrangers en conflit avec des Français peuvent choisir de renoncer à ces privilèges. Cette renonciation peut prendre la forme d'une clause attributive de juridiction, qui donne compétence à une juridiction étrangère. Cependant, la renonciation à ces privilèges est facultative et ne peut être imposée. 2. Enfin, il existe des immunités de juridiction qui accordent certaines personnes, telles que les diplomates, une protection contre les poursuites devant les tribunaux français. Ces immunités sont justifiées par des considérations de courtoisie internationale et de relations diplomatiques. 2. Ces règles de compétence internationale directe des tribunaux français permettent de déterminer si un tribunal français est compétent pour connaître d'un litige international. Cependant, il est important de noter que ces règles sont unilatérales et peuvent être adaptées en fonction des circonstances particulières de chaque affaire. 1. Chapitre 1. Les règles de compétence principales. Les règles de compétence principales en droit international privé sont énoncées dans le Code de procédure civile français. Selon l'article 42 du CPC, le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Cela signifie que les tribunaux français peuvent être compétents pour connaître d'un litige international lorsque le défendeur est domicilié en France. 1. Cependant, il existe des exceptions à cette règle générale. Par exemple, si aucun lien de rattachement ne peut être établi avec un tribunal français, le demandeur peut saisir un tribunal qui permet une bonne administration de la justice, en se basant sur des critères pratiques tels que la proximité géographique ou l'accessibilité. 1. Il convient également de noter que les articles 14 et 15 du CPC prévoient des privilèges de juridiction. Les Français ainsi que les étrangers en conflit avec des Français peuvent choisir de renoncer à ces privilèges. Cette renonciation peut prendre la forme d'une clause attributive de juridiction, qui donne compétence à une juridiction étrangère. Cependant, la renonciation à ces privilèges est facultative et ne peut être imposée. 1. En conclusion, les règles de compétence principales en droit international privé en France sont basées sur le domicile du défendeur, avec des exceptions et la possibilité de renoncer aux privilèges de juridiction. Ces règles visent à assurer une bonne administration de la justice dans les litiges internationaux. 1. Section 1. Le domaine du règlement. Le domaine du règlement de Bruxelles bis se détermine à 3 égards: temporel, matériel et spatial. 3.
1. Le domaine temporel. Le règlement de Bruxelles-Ibis est applicable depuis le 10 janvier 2015 à toutes les actions initiées à partir de cette date. 3. 2. Le domaine matériel. Le règlement s'applique en matière civile et commerciale. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que la matière civile et commerciale doit être considérée comme une notion autonome, distincte des droits internes des États membres. Certaines matières sont expressément exclues du domaine d'application du règlement, telles que les matières fiscales, douanières, administratives et de sécurité sociale. De plus, les litiges opposant une autorité publique à une personne privée sont exclus du domaine du règlement, sauf si l'autorité publique agit comme une personne privée en matière civile et commerciale. 1. 3. Le domaine spatial. Le règlement s'applique aux litiges ayant un lien spatial avec l'Union européenne au jour de l'introduction de l'instance. Cela signifie que le règlement peut s'appliquer même si les parties ne sont pas domiciliées dans un État membre de l'Union européenne, tant qu'il existe un lien spatial avec l'UE. 1. En conclusion, le domaine du règlement de Bruxelles-Ibis est déterminé par des critères temporels, matériels et spatiaux. Il s'applique aux litiges en matière civile et commerciale ayant un lien spatial avec l'Union européenne. 3. Section 2. Les règles de compétence directe. Les règles de compétence directe en droit international privé sont énoncées dans le règlement de Bruxelles-Ibis. Ces règles déterminent quel tribunal est compétent pour connaître d'un litige international. Le principe de compétence de principe est énoncé à l'article 4 du règlement. Selon cet article, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont astreintes devant les juridictions de cet État. Cela signifie que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur, peu importe sa nationalité. Pour déterminer la compétence spéciale, il faut se référer aux règles de compétence interne de chaque État membre. En plus de la compétence de principe, le règlement prévoit également des compétences spéciales concurrentes. Ces compétences s'ajoutent à la compétence de principe et offrent une option au demandeur. Il peut saisir la juridiction désignée par l'article 4 ou l'une des juridictions dont la compétence est prévue par l'article 7 ou 8 du règlement. C. Et compétences spéciales concernent les litiges en matière contractuelle et délictuelle. 2. Enfin, le règlement laisse également une place à la volonté des parties pour déterminer la compétence internationale directe. Cela peut prendre la forme d'une clause attributive de juridiction, où les parties choisissent la juridiction compétente pour régler leur litige. Il peut également s'agir d'une absence de contestation de la saisine d'un juge normalement incompétent. 2. En conclusion, les règles de compétence directe en droit international privé sont énoncées dans le règlement de Bruxelles-Ibis. Elles comprennent la compétence de principe, les compétences spéciales concurrentes et la possibilité pour les parties de choisir la juridiction compétente. 1. 2. 1. Les règles applicables en l'absence de choix de la juridiction. A. Le principe. En l'absence de choix de la juridiction par les parties, les règles applicables sont déterminées par les règles de compétence directe. Selon l'article 4 du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont astreintes devant les juridictions de cet État membre, quelle que soit leur nationalité. Cependant, il existe également des compétences optionnelles et des compétences exclusives prévues par le règlement 4. B. Les compétences spéciales concurrentes. Les compétences spéciales concurrentes sont des règles qui s'ajoutent aux règles de compétence générale en matière de juridiction. Elles offrent le choix au demandeur de saisir une juridiction autre que celle du domicile du défendeur. Ces compétences spéciales concurrentes ne sont pas des causes d'intégration du litige, mais doivent être utilisées pour désigner les juridictions compétentes. 3. En matière contractuelle. En matière contractuelle, les règles de compétence directe en droit international privé sont énoncées dans le règlement de Bruxelles-Ibis. Selon l'article 7 du règlement, le demandeur a la possibilité de saisir le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle ou le tribunal du lieu où le défendeur a son domicile. Pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle, le règlement prévoit des présomptions. Dans le cas d'un contrat de vente de marchandises, le lieu de livraison prévu contractuellement est considéré comme le lieu d'exécution. Pour un contrat de fourniture de services, le lieu d'exécution du service contractuellement prévu est pris en compte. Si aucune de ces présomptions ne s'applique, il faut mener une analyse économique de l'obligation contractuelle pour déterminer l'élément le plus important qui donnera la qualification globale du contrat. 1.
Il convient également de noter que les parties peuvent convenir d'une clause attributive de juridiction, qui permet de choisir la juridiction compétente pour régler leur litige contractuel. Cette clause doit être conclue par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant de conserver une trace de son contenu. En conclusion, en matière contractuelle, les règles de compétence directe en droit international privé sont déterminées par le règlement de Bruxelles-Ibis. Le demandeur peut saisir le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle ou le tribunal du lieu de domicile du défendeur, et les parties peuvent convenir d'une clause attributive de juridiction. 2. En matière délictuelle. En matière délictuelle, les compétences spéciales concurrentes permettent au demandeur de choisir de saisir la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, même si le défendeur est domicilié dans un autre État membre. Cela est prévu à l'article 7 alinéa 2 du règlement 1. Page 12 sur 63 droit international privé 2. En matière délictuelle. En matière de délictuel ou quasi-délictuel, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être le défendeur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, article 7 al. 2. C. Les compétences dérogatoires protectrices. En droit international privé, les compétences dérogatoires protectrices sont des règles de compétence qui visent à protéger une partie plus faible ou à garantir le respect de l'ordre public. Ces compétences dérogatoires peuvent être utilisées même si les règles de compétence générale ne sont pas remplies. Un exemple de compétence dérogatoire protectrice est l'article 15 du règlement de Bruxelles-Ibis. Selon cet article, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être traitée devant les juridictions d'un autre État membre, même si le défendeur n'a pas son domicile sur le territoire de cet État, dans les cas suivants. Lorsque le demandeur est un consommateur et a conclu le contrat dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle du défendeur. Lorsque le contrat concerne une assurance, une réassurance ou une assurance de transport de passagers. Lorsque le contrat concerne des contrats de travail ou des contrats conclus avec des travailleurs indépendants. Lorsque le contrat concerne des contrats de transport de marchandises ou de passagers. Ces compétences dérogatoires visent à protéger les intérêts des consommateurs, des travailleurs et des parties plus faibles dans les contrats d'assurance ou de transport. Il convient de noter que ces compétences dérogatoires ne sont pas exclusives et peuvent être combinées avec d'autres compétences spéciales ou avec la compétence de principe. En conclusion, les compétences dérogatoires protectrices en droit international privé sont des règles de compétence qui visent à protéger une partie plus faible ou à garantir le respect de l'ordre public. Elles peuvent être utilisées même si les règles de compétence générale ne sont pas remplies. Un règlement, UE, numéro 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement Brux. 3. La prorogation de compétence. La prorogation de compétence est une situation dans laquelle les parties conviennent expressément de soumettre leur litige à la juridiction d'un État membre spécifique, même si cette juridiction n'aurait pas été compétente en vertu des règles de compétence générale. Cette prorogation de compétence est prévue à l'article 25 du règlement 1. Un règlement, UE, numéro 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, article 25. A. La prorogation conventionnelle de compétence. La prorogation conventionnelle de compétence est une forme de prorogation volontaire de compétence qui permet aux parties de choisir la juridiction compétente pour régler leur litige contractuel. Cette prorogation est prévue par l'article 25 du règlement de Bruxelles-Ibis. Selon cet article, les parties peuvent convenir, avant la naissance du litige, de soumettre leur litige à une juridiction déterminée ou à un ou plusieurs États membres. Cette clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant de conserver une trace de son contenu. Pour être valable, la clause attributive de juridiction doit être claire et précise, et elle doit couvrir le litige en question. Elle ne peut pas être abusive et ne peut pas priver une partie de la protection prévue par les règles de compétence spéciale ou dérogatoires. En cas de litige, si l'une des parties soulève une exception d'incompétence, le tribunal saisi doit vérifier la validité de la clause attributive de juridiction. Si la clause est jugée valide, le tribunal se déclare compétent pour statuer sur le litige.
Si la clause est jugée invalide, le tribunal applique les règles de compétence générale ou spéciale prévues par le règlement. En conclusion, la prorogation conventionnelle de compétence permet aux parties de choisir la juridiction compétente pour régler leurs litiges contractuels. Cette prorogation doit être conclue par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant de conserver une trace de son contenu, et elle doit être claire, précise et valide. Un règlement, UE, numéro 1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement Bruxelles-Bis. 1. Les conditions de validité des clauses attributives de juridiction. A. Les conditions de fond. B. Les conditions de forme. Les conditions de validité des clauses attributives de juridiction sont les suivantes. 1. Conditions de fond. La clause attributive de juridiction doit être conclue avant la naissance du litige. Elle ne peut pas être conclue une fois que le litige est déjà survenu. La clause doit être claire et précise, et elle doit couvrir le litige en question. Elle ne peut pas être ambiguë ou générale. La clause ne peut pas être abusive et ne peut pas priver une partie de la protection prévue par les règles de compétence spéciale ou dérogatoires. Dans le cas des contrats conclus avec des consommateurs, la clause attributive de juridiction ne sera valable que dans certaines conditions, telles que la possibilité pour le consommateur de saisir d'autres tribunaux ou le fait que le consommateur et le professionnel avaient leur domicile dans le même état au moment de la conclusion du contrat. 2. Conditions de forme. La clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant de conserver une trace de son contenu. Elle peut également être conclue verbalement avec confirmation écrite, ou en respectant les formes conformes à un usage dont les parties ont connaissance ou qui est connu et observé dans ce type de commerce. Il est important de noter que la validité des clauses attributives de juridiction peut varier en fonction des législations nationales et des conventions internationales applicables. En conclusion, pour qu'une clause attributive de juridiction soit valide, elle doit être conclue avant la naissance du litige, être claire et précise, ne pas être abusive, respecter les conditions de forme et ne pas priver une partie de la protection prévue par les règles de compétence spéciale ou dérogatoires. Un règlement, UE, numéro 1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement Bruxelles-Bis. 2. Les effets de la clause. Les effets de la clause attributive de juridiction dans la prorogation conventionnelle de compétence sont les suivants. 1. Compétence exclusive. La clause attributive de juridiction confère une compétence exclusive aux tribunaux désignés. Cela signifie que seules les juridictions désignées par la clause sont compétentes pour statuer sur le litige en question. Les autres tribunaux doivent se déclarer incompétents. 2. Irrecevabilité de l'exception d'incompétence. Lorsqu'une partie soulève une exception d'incompétence devant un tribunal saisi en vertu d'une clause attributive de juridiction, le tribunal ne peut pas se déclarer incompétent. En effet, la clause attributive de juridiction écarte toute autre règle de compétence et confère une compétence exclusive au tribunal désigné. 3. Reconnaissance et exécution des décisions. Les décisions rendues par les tribunaux compétents en vertu d'une clause attributive de juridiction sont reconnues et exécutées dans les autres États membres de l'Union européenne en vertu du règlement de Bruxelles-Bis. Cela facilite la reconnaissance et l'exécution des décisions dans l'ensemble de l'Union européenne. Il est important de noter que les effets de la clause attributive de juridiction peuvent varier en fonction des législations nationales et des conventions internationales applicables. En conclusion, la clause attributive de juridiction dans la prorogation conventionnelle de compétence confère une compétence exclusive aux tribunaux désignés, rend irrecevable l'exception d'incompétence et facilite la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues par ces tribunaux. Un règlement, UE, numéro 1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement Bruxelles-Bis. B. La prorogation tacite de compétence. La prorogation tacite de compétence est prévue par l'article 26 du règlement de Bruxelles-Bis. Selon cet article, si un défendeur est cité à comparaître devant un tribunal qui est initialement incompétent, mais qui ne soulève pas d'exception d'incompétence avant de présenter des défenses au fond, le tribunal initialement incompétent devient compétent.
Cependant, l'article 26 ne s'applique pas aux compétences exclusives prévues à l'article 24 du règlement. Les compétences exclusives sont celles qui s'imposent et auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. Elles se substituent à toutes les autres règles de compétence. Il est important de noter que le règlement de Bruxelles-Ibis prévoit que, lorsque le défendeur est un consommateur, la juridiction saisie doit s'assurer que le consommateur était conscient des conséquences de sa comparution devant cette juridiction avant de se déclarer compétente en vertu de l'article 26. En conclusion, la prorogation tacite de compétence permet à un tribunal initialement incompétent de devenir compétent si le défendeur ne soulève pas d'exception d'incompétence avant de présenter des défenses au fond. Cependant, cette prorogation tacite ne s'applique pas aux compétences exclusives prévues à l'article 24 du règlement. Un règlement, UE, numéro 1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement Bruxelles-Ibis. Chapitre 2. Les règles de compétence subsidiaire, égales règles de droit commun françaises de compétence. Les règles de compétence subsidiaire en droit international privé interne sont régies par les règles françaises de compétence de droit commun. Ces règles sont énoncées dans le Code de procédure civile français, notamment aux articles 42 et suivants. Selon l'article 42 du Code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Ainsi, les juridictions françaises seront compétentes lorsque le défendeur est domicilié en France. Cependant, il existe des exceptions à cette règle de compétence de droit commun. Ces exceptions ont été créées pour les litiges internationaux, qui peuvent nécessiter des règles de compétence spéciales adaptées. Par exemple, certaines règles de compétence peuvent aboutir à ne pas donner compétence aux tribunaux français, alors que cela serait nécessaire. Ces exceptions comprennent notamment les compétences spéciales concurrentes. Il s'agit de compétences qui s'ajoutent à la compétence de principe et offrent une option au demandeur. Il peut saisir la juridiction désignée par l'article 4 du Code de procédure civile, ou l'une des juridictions dont la compétence est prévue par l'article 7 ou 8 du règlement de Bruxelles-Ibis. En matière contractuelle, par exemple, l'article 7 du règlement de Bruxelles-Ibis prévoit que le demandeur peut attaquer une personne domiciliée dans un État membre devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande. Il est important de noter que ces règles de compétence subsidiaires sont unilatérales et ont vocation à déterminer si les tribunaux français sont compétents ou non. En conclusion, les règles de compétence subsidiaire en droit international privé interne sont régies par les règles françaises de compétence de droit commun, telles que l'article 42 du Code de procédure civile. Cependant, il existe des exceptions à ces règles, notamment les compétences spéciales concurrentes prévues par le règlement de Bruxelles-Ibis. Section 1. Les règles ordinaires de compétences internationales. Les règles ordinaires de compétences internationales en droit international privé interne sont régies par les articles 42 et suivants du Code de procédure civile français. Selon l'article 42 du Code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Ainsi, les juridictions françaises seront compétentes lorsque le défendeur est domicilié en France. Cependant, il existe des exceptions à cette règle de compétence de droit commun. Ces exceptions ont été créées pour les litiges internationaux, qui peuvent nécessiter des règles de compétence spéciales adaptées. Par exemple, certaines règles de compétence peuvent aboutir à ne pas donner compétence aux tribunaux français, alors que cela serait nécessaire. Ces exceptions comprennent notamment les compétences spéciales concurrentes. Il s'agit de compétences qui s'ajoutent à la compétence de principe et offrent une option au demandeur. Il peut saisir la juridiction désignée par l'article 4 du Code de procédure civile, ou l'une des juridictions dont la compétence est prévue par l'article 7 ou 8 du règlement de Bruxelles-Ibis. Il est important de noter que ces règles de compétence subsidiaires sont unilatérales et ont vocation à déterminer si les tribunaux français sont compétents ou non. En conclusion, les règles ordinaires de compétences internationales en droit international privé interne sont régies par les articles 42 et suivants du Code de procédure civile français. Cependant, il existe des exceptions à ces règles, notamment les compétences spéciales concurrentes prévues par le règlement de Bruxelles-Ibis. Un droit international privé interne, ce qui constitue le droit commun du DIP, même si c'est un droit commun subsidiaire. Chapitre 2. Les règles de compétence subsidiaire. Les règles françaises de compétence de droit commun section 1.
Les règles ordinaires de compétences internationales 1. Le principe de l'extension à l'ordre international des règles internes. C'est un principe qui naît. 1. Le principe de l'extension à l'ordre international des règles internes. Le principe de l'extension à l'ordre international des règles internes est énoncé dans la jurisprudence française. Selon ce principe, les règles de compétences territoriales internes peuvent être étendues aux litiges internationaux. Ainsi, les tribunaux français peuvent être compétents pour connaître d'un litige international si les règles internes de compétences territoriales sont remplies. 1. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 juin 1948, affaire Patino. 2. Les exceptions. Les exceptions dans les règles ordinaires de compétences internationales sont principalement liées à l'immunité de juridiction et à l'immunité d'exécution des États étrangers. L'immunité de juridiction est une exception qui protège les États étrangers de la compétence des tribunaux français. Elle est basée sur le principe de souveraineté des États et vise à éviter que les États ne soient soumis à la juridiction d'un autre État. Cependant, cette immunité n'est pas absolue et comporte des exceptions. Par exemple, les actes de gestion ou de commerce accomplis par les États étrangers peuvent ne pas bénéficier de l'immunité de juridiction. De plus, un État étranger peut renoncer à son immunité en n'invoquant pas cette immunité lors d'un litige. 2. L'immunité d'exécution est une autre exception qui protège les États étrangers contre les mesures d'exécution forcée ou conservatoire qui pourraient les priver de leurs biens. Cette immunité permet à un État étranger de s'opposer à l'exécution d'une décision rendue par un tribunal français. Toutefois, un État étranger peut renoncer à cette immunité par anticipation dans un contrat ou au moment de l'exécution de la décision. 2. Il est important de noter que ces exceptions liées à l'immunité de juridiction et à l'immunité d'exécution sont spécifiques aux litiges impliquant des États étrangers et ne s'appliquent pas à tous les litiges internationaux. Section 2. Les règles exorbitantes de compétences internationales fondées sur la nationalité française. Les règles exorbitantes de compétences internationales fondées sur la nationalité française sont prévues par les articles 14 et 15 du Code civil français. L'article 14 du Code civil dispose que même si un étranger n'est pas résident en France, il peut être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations qu'il a contractées en France avec un Français. De même, un Français peut être traduit devant un tribunal français pour les obligations qu'il a contractées à l'étranger, même avec un étranger. L'article 15 du Code civil prévoit que même si un Français est à l'étranger, il peut être traduit devant un tribunal français pour les obligations qu'il a contractées à l'étranger, même avec un étranger. Ces règles exorbitantes de compétences internationales fondées sur la nationalité française permettent donc à un Français ou à un étranger en conflit avec un Français de choisir de saisir les tribunaux français pour régler leur litige, même si les règles ordinaires de compétences ne désignent pas les tribunaux français. Il est important de noter que ces règles exorbitantes de compétences internationales fondées sur la nationalité française sont facultatives et peuvent être renoncées par les parties. De plus, la renonciation à ces privilèges de juridiction peut prendre la forme d'une clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère. Un article 14 et 15 du Code civil français. 1. Le domaine d'application des articles 14 et 15. Les articles 14 et 15 du Code civil français établissent des privilèges de juridiction en raison de la nationalité française. Ces privilèges s'appliquent principalement aux personnes, mais également aux actions. En ce qui concerne le domaine quant aux personnes, la nationalité est appréciée à la date de la demande introductive d'instance. Il est important de noter que ce qui importe est la nationalité des parties et non celle de celui qui était titulaire des droits et libertés au moment du fait litigieux. De plus, en cas de fraude, les faits recherchés par le comportement frauduleux seront écartés. 1. En ce qui concerne le domaine quant aux actions, la Cour de cassation a étendu le domaine d'application des articles 14 et 15 et a décidé qu'ils s'appliquent en toute matière. Ainsi, ces privilèges peuvent être appliqués en matière délictuelle, de succession, d'état des personnes, etc. Cependant, il existe 3 matières qui échappent au jeu des privilèges de juridiction, à savoir les actions réelles immobilières et relatives aux successions immobilières lorsque les immeubles sont situés à l'étranger, ainsi que les mesures d'exécution sur des biens situés à l'étranger. 3. Il est donc possible de se prévaloir des privilèges de juridiction des articles 14 et 15 lorsque l'une des parties au litige est de nationalité française, que ce soit en tant que demandeur ou défendeur, et que le litige concerne des obligations contractées en France avec un Français ou à l'étranger avec un étranger. 1. Un article 14 et 15 du Code civil français.
3 chambres civiles du 13 juin 1978. A. Domaine des personnes. Le domaine d'application des articles 14 et 15 du Code civil français en ce qui concerne les personnes est déterminé par la nationalité. Ces articles s'appliquent lorsqu'une des parties au litige est de nationalité française, que ce soit en tant que demandeur ou défendeur. La nationalité est appréciée à la date de la demande introductive d'instance. Il est important de noter que ce qui importe est la nationalité des parties et non celle de celui qui était titulaire des droits et libertés au moment du fait litigieux. De plus, en cas de fraude, les faits recherchés par le comportement frauduleux seront écartés. 1. Articles 14 et 15 du Code civil français. B. Le domaine quant aux actions. Le domaine d'application des articles 14 et 15 du Code civil français en ce qui concerne les actions est étendu et s'applique en toute matière. La Cour de cassation a décidé que ces privilèges de juridiction peuvent être utilisés en matière délictuelle, de succession, d'état des personnes, et que cependant, il existe 3 matières qui échappent au jeu des privilèges de juridiction, à savoir les actions réelles immobilières et relatives aux successions immobilières lorsque les immeubles sont situés à l'étranger, ainsi que les mesures d'exécution sur des biens situés à l'étranger. 3 chambres civiles du 13 juin 1978. 2. La compétence spéciale. La compétence spéciale est une notion qui permet de déterminer la juridiction compétente dans un litige international en transposant les règles internes du pays concerné. Par exemple, si un Français domicilié en Italie affine un autre Français domicilié au Japon pour le paiement du prix de vente d'un bien meuble, la compétence spéciale permettra de déterminer quelle juridiction est compétente en appliquant les règles internes du pays concerné. La jurisprudence a développé des règles de compétence spéciale pour résoudre ce type de litiges internationaux. Par exemple, dans l'arrêt Mora de la première chambre civile de la Cour de cassation, il a été établi que la compétence spéciale peut être déterminée en fonction du domicile du défendeur dans le pays étranger. Il est important de noter que la compétence spéciale ne fait que désigner l'ordre juridictionnel compétent dans le pays étranger, mais ne détermine pas la compétence matérielle de ce tribunal. Cela signifie que les règles de compétence spéciale ne s'appliquent pas à toutes les matières, et certaines actions, telles que les actions réelles immobilières ou les mesures d'exécution sur des biens situés à l'étranger, échappent au domaine d'application des règles de compétence spéciale. 3. 1 arrêt Mora de la première chambre civile de la Cour de cassation. 3 chambres civiles du 13 juin 1978. 3. Le caractère facultatif des articles 14 et 15. Le caractère facultatif des articles 14 et 15 du Code civil français est une caractéristique importante de ces privilèges de juridiction. En effet, ces privilèges ne s'imposent pas et les parties au litige, qu'elles soient françaises ou étrangères, peuvent choisir d'en user ou non. Cette renonciation aux privilèges de juridiction est possible quelle que soit la matière du litige. Dans l'arrêt Alquevet de 1974, une chambre mixte de la Cour de cassation a admis la renonciation à un privilège de juridiction dans un litige portant sur un contrat individuel de travail. Ainsi, un salarié français peut renoncer à son privilège de juridiction, mais cette renonciation n'est ouverte qu'à celui qui bénéficie de ce privilège. Autrement dit, le demandeur français peut renoncer à l'article 14, et le demandeur étranger à l'article 15, arrêt prieur. La renonciation au privilège de juridiction prend la forme d'une clause attributive de juridiction, qui donne compétence à une juridiction étrangère. Il est également possible qu'une demande formée par un Français devant un tribunal étranger vaille renonciation à l'article 14. Cependant, en ce qui concerne l'article 15, le fait qu'un demandeur étranger aille d'abord devant une juridiction étrangère ne signifie pas automatiquement qu'il renonce au privilège. Il revient au juge français d'examiner le comportement du demandeur étranger pour vérifier si la saisine d'une juridiction étrangère vaut bien manifestation de volonté de renoncer au privilège. Il est donc important de souligner que les articles 14 et 15 sont facultatifs et que les parties peuvent choisir de les utiliser ou de renoncer à leur application dans un litige donné. 1 arrêt Alquevet de 1974. 2 arrêts prieur. Section 3. Les immunités. Les immunités de juridiction et d'exécution sont des privilèges dont bénéficient certaines personnes, en vertu desquels elles ne peuvent pas être déférées devant les juridictions de l'État où elles résident. Ces immunités sont justifiées par des exigences de courtoisie internationale, le fait que les relations entre États sont régies par le droit international public, et la nécessité de ne pas entraver le développement des relations diplomatiques.
l'immunité de juridiction empêche le juge français de prononcer une décision à l'encontre de ces personnes. Cependant, cette immunité n'est pas illimitée et la limite classique tient à la nature de l'acte qui donne lieu au litige. Ainsi, les actes de gestion ou de commerce accomplis par ces personnes ne sont généralement pas couverts par l'immunité. De plus, l'État bénéficiaire de l'immunité peut renoncer à celle-ci, soit par anticipation dans le contrat, soit au moment où l'on cherche à exécuter la décision. En ce qui concerne l'immunité d'exécution, elle vise à protéger les États étrangers contre les mesures qui résultent de l'application d'un jugement et qui tendent à les dessaisir de leurs biens. Cette immunité s'applique aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée. Toutefois, l'État titulaire de l'immunité peut renoncer à celle-ci par anticipation dans le contrat ou au moment de l'exécution de la décision. Il est important de souligner que ces immunités sont facultatives et peuvent être renoncées par les personnes qui en bénéficient. Ainsi, elles peuvent choisir de ne pas invoquer leur immunité dans un litige donné. 1. L'immunité de juridiction. L'immunité de juridiction est un privilège dont bénéficient certaines personnes, en vertu duquel elles ne peuvent pas être déférées devant les juridictions de l'État où elles résident. Cette immunité est justifiée par des exigences de courtoisie internationale et la nécessité de ne pas entraver les relations diplomatiques entre États. La Cour de cassation a établi que l'immunité de juridiction n'est pas illimitée et que la limite classique réside dans la nature de l'acte qui donne lieu au litige. Ainsi, les actes de gestion ou de commerce accomplis par ces personnes ne sont généralement pas couverts par l'immunité. De plus, l'État bénéficiaire de l'immunité peut renoncer à celle-ci, soit par anticipation dans le contrat, soit au moment où l'on cherche à exécuter la décision 1. Il est important de souligner que l'immunité de juridiction est facultative et peut être renoncée par les personnes qui en bénéficient. Ainsi, elles peuvent choisir de ne pas invoquer leur immunité dans un litige donné. 1 Chambre civile du 13 juin 1978. A. Le principe. Le principe de l'immunité de juridiction est que certaines personnes bénéficiant d'un privilège qui les protège de toute poursuite devant les juridictions de l'État où elles résident. Cette immunité est justifiée par des considérations de courtoisie internationale et de préservation des relations diplomatiques entre États. 1 Chambre civile du 13 juin 1978. B. Les limites. Les limites de l'immunité de juridiction résidant dans la nature de l'acte qui donne lieu au litige. En effet, les actes de gestion ou de commerce accomplis par les personnes bénéficiant de l'immunité ne sont généralement pas couverts par cette immunité 1. Ainsi, si une personne bénéficiant de l'immunité est impliquée dans un litige lié à des actes de gestion ou de commerce, elle peut être déférée devant les juridictions de l'État où réside la personne lésée. Il est important de souligner que l'immunité de juridiction n'est pas absolue et peut être limitée dans certains cas. Par exemple, si l'État bénéficiaire de l'immunité renonce à celle-ci, soit par anticipation dans le contrat, soit au moment de l'exécution de la décision, il peut être poursuivi devant les juridictions compétentes 1 Chambre civile du 13 juin 1978. Partie 2. Le conflit de loi se produit lorsque les législations de plusieurs États sont en concurrence, chacune ayant vocation à régir une même question de droit privé. Pour qu'il y ait un conflit de loi, la situation doit présenter un caractère international, c'est-à-dire des éléments d'extranéité. La règle fondamentale pour résoudre un conflit de loi est de désigner l'ordre juridique qui va régir la situation. Par exemple, en matière de succession mobilière, la règle de droit prévoit que c'est la loi du dernier domicile du défunt qui est compétente. Lorsqu'un litige est présenté au juge, plusieurs questions de droit doivent être traitées successivement en matière de droit international privé, DIP. Les règles de DIP ne donnent généralement pas de solution substantielle au litige, sauf exception. Elles servent principalement à désigner l'ordre juridique applicable à la situation. Il est important de noter que, pour appliquer une loi étrangère, il n'est pas nécessaire que l'État étranger soit reconnu par le gouvernement français. Il suffit que le juge français puisse constater que cette loi s'applique effectivement sur le territoire étranger pour qu'elle puisse être mobilisée par le juge français 1 Arrêt Stroganov de 1973. Page 26. Titre 1. La pluralité de méthodes de résolution des conflits de loi. La résolution des conflits de loi peut se faire selon différentes méthodes, qui sont concurrentes à la méthode bilatérale. La méthode unilatérale consiste à désigner la loi compétente en se basant sur la volonté du législateur de l'État concerné. Par exemple, lorsque le législateur d'un État déclare que sa loi sera compétente dans certaines situations.
La méthode des lois de police, également appelée méthode de l'ordre public, prévoit que les lois de l'état du fort, c'est-à-dire l'état où se déroule le procès, s'appliquent de manière impérative et cruciale pour la sauvegarde de l'ordre juridique. Peu importe que la situation soit internationale, ces lois de police vont prévaloir. La méthode des règles matérielles consiste à appliquer une règle de droit édictée par le législateur pour répondre substantiellement à une question qui se pose dans une situation internationale. Le juge peut également se contenter de reconnaître l'existence d'un droit subjectif acquis par les parties, sans appliquer de règles substantielles. Ces différentes méthodes ont émergé en raison des critiques adressées à la méthode bilatérale, qui consiste à désigner la loi applicable en fonction de la nature de la question posée au juge et en opérant un choix entre les différents ordres juridiques en concurrence. 1. Chapitre 1. La méthode bilatérale. La méthode bilatérale est une méthode de résolution des conflits de loi, qui consiste à désigner la loi applicable en fonction de la nature de la question posée au juge et en opérant un choix entre les différents ordres juridiques en concurrence. Cette méthode a été développée par Savigny et repose sur 2 étapes: la qualification de la question et la localisation de la situation dans l'un des ordres juridiques concernés par la situation 1. La qualification permet de ranger la question dans une catégorie juridique, tandis que la localisation vise à déterminer l'état dont la loi est la plus appropriée pour répondre à la question posée. La localisation se fait à partir d'un facteur de rattachement, qui est l'élément le plus significatif pour rattacher la situation à un ordre juridique. Par exemple, dans le cas d'un accident de voiture entre un Français et un Américain en Italie, la loi applicable à la question de l'indemnisation de la victime sera celle du lieu où le délit a été commis, c'est-à-dire la loi italienne 2. La méthode bilatérale présente plusieurs caractéristiques. Elle est abstraite, car la désignation de la loi applicable se fait sans que le juge ait pris connaissance du contenu des lois en concurrence. Elle est indirecte, car elle ne permet pas de trancher le litige au fond, mais se borne à désigner le droit qui va répondre au litige. Elle est neutre, car elle n'a pas pour objectif de privilégier l'une des solutions possibles au litige. Elle est bilatérale, car elle peut conduire le juge à appliquer une loi étrangère. Enfin, elle est dépourvue de tout nationalisme, car elle ne désigne pas systématiquement la loi du fort et ne privilégie pas l'application d'une loi par rapport à une autre. 2. Section 1. L'analyse classique de la méthode. La méthode bilatérale, dans son analyse classique, repose sur 2 étapes: la qualification de la question et la localisation de la situation dans l'un des ordres juridiques concernés par la situation 1. La qualification permet de ranger la question dans une catégorie juridique, tandis que la localisation vise à déterminer l'état dont la loi est la plus appropriée pour répondre à la question posée. La méthode bilatérale présente plusieurs caractéristiques. Elle est abstraite, car la désignation de la loi applicable se fait sans que le juge ait pris connaissance du contenu des lois en concurrence. Elle est indirecte, car elle ne permet pas de trancher le litige au fond, mais se borne à désigner le droit qui va répondre au litige. Elle est neutre, car elle n'a pas pour objectif de privilégier l'une des solutions possibles au litige. Elle est bilatérale, car elle peut conduire le juge à appliquer une loi étrangère. Enfin, elle est dépourvue de tout nationalisme, car elle ne désigne pas systématiquement la loi du fort et ne privilégie pas l'application d'une loi par rapport à une autre. 1. L'élément de rattachement le plus pertinent. L'élément de rattachement le plus pertinent est celui qui est choisi parmi les éléments de la situation comme étant l'élément le plus significatif pour rattacher la situation à un ordre juridique. Par exemple, dans le cas d'un accident de voiture entre un Français et un Américain en Italie, le critère de rattachement le plus pertinent serait le lieu où le délit a été commis, c'est-à-dire la loi italienne 1. Le causé selon la loi allemande. Section 2. Le rattachement rattaché signifie identifier dans la règle de conflit le facteur de rattachement choisi parmi les éléments de la situation comme étant l'élément le plus pertinent. 2. Les caractères de la méthode. La méthode bilatérale présente plusieurs caractères distinctifs. 1. Abstraction. La désignation de la loi applicable se fait de manière abstraite, sans que le juge ait pris connaissance du contenu des lois en concurrence 1. 2. Indirect. La méthode bilatérale ne permet pas de trancher le litige au fond, mais se borne à désigner le droit qui va répondre au litige 1. 3. Neutralité. La méthode bilatérale n'a pas pour objectif de privilégier l'une des solutions possibles au litige. Elle vise à appliquer la loi la plus appropriée, indépendamment de toute préférence 1. 4. Bilatéralité. La méthode bilatérale peut conduire le juge à appliquer une loi étrangère, en fonction du facteur de rattachement choisi 1.
5. Dépourvu de nationalisme. La méthode bilatérale ne désigne pas systématiquement la loi du fort, du juge saisi, et ne privilégie pas l'application d'une loi par rapport à une autre. Elle vise à assurer l'égalité entre les différentes lois en concurrence. 1. Section 2. Le renouvellement de l'analyse savinienne. Le renouvellement de l'analyse savinienne a été motivé par les critiques émises à l'encontre de la méthode bilatérale. Certains auteurs ont remis en question le caractère bilatéral de la méthode, estimant qu'elle devrait être unilatérale, c'est-à-dire ne donner compétence qu'à la loi de l'État du fort. D'autres critiques ont porté sur les caractères neutres et abstraits de la méthode, la qualifiant de trop mécanique. Ces critiques ont conduit à un renouvellement de l'analyse savinienne, avec l'émergence de nouvelles approches. Par exemple, une solution alternative consiste à s'en tenir à la loi désignée initialement par la règle de conflit du fort, en évinçant le renvoi. Ainsi, si la loi suisse est désignée par la règle de conflit du fort, on appliquerait cette loi à condition qu'elle remplisse les conditions de contenu déterminé et de respect de l'ordre public. 2. Ce renouvellement de l'analyse savinienne a permis de prendre en compte les critiques formulées à l'encontre de la méthode bilatérale et d'explorer de nouvelles approches pour résoudre les conflits de loi de manière plus adaptée. Section 3. Exposé des règles de conflit bilatéral en France. Les règles de conflit bilatéral en France sont régies par le Code civil français, notamment les articles 3 à 7. Ces règles déterminent la loi applicable aux situations internationales en fonction de critères spécifiques. L'article 3 du Code civil énonce le principe de la loi personnelle, selon lequel chaque personne est soumise à la loi de l'État dont elle possède la nationalité. Ainsi, la nationalité est le critère principal pour déterminer la loi applicable aux questions de statut personnel, telles que le mariage, le divorce, la filiation, etc. L'article 4 du Code civil prévoit des exceptions à la loi personnelle. Il dispose que certaines situations sont régies par la loi du pays dans lequel elles se trouvent. Par exemple, les biens immobiliers sont soumis à la loi du pays où ils sont situés, les contrats de travail sont régis par la loi du pays où le travail est effectué, etc. L'article 5 du Code civil concerne les obligations contractuelles. Il énonce que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. À défaut de choix, le contrat est soumis à la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Enfin, l'article 7 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge français de faire application de la loi étrangère désignée par les règles de conflit de loi française. Cependant, cette application est soumise à certaines conditions, notamment le respect de l'ordre public français. Ces règles de conflit bilatéral en France permettent de déterminer la loi applicable aux situations internationales de manière objective et prévisible, en prenant en compte les critères de nationalité, de localisation des biens et d'autonomie de la volonté des parties. 1. Localisation en fonction du sujet, statut personnel. La localisation en fonction du sujet concerne tout ce qui relève du statut personnel, qui est traditionnellement soumis à la loi nationale de l'individu. Cette règle de conflit trouve sa source dans l'article 3.3 du Code civil, qui dispose que les lois concernant l'État et la capacité des personnes régissant les Français, même résidant en pays étrangers. 1. La jurisprudence est intervenue et a bilatéralisé cet article 3.3, de sorte qu'elle vise désormais aussi bien les Français que les étrangers. 1. On a choisi ce critère de rattachement, car on considère qu'on a besoin d'une certaine permanence dans la loi, et la nationalité apparaît comme un facteur de rattachement stable. Cependant, ce critère est aujourd'hui en régression, car il ne favorise pas l'intégration des étrangers. Il est le plus souvent remplacé par le critère du domicile ou de la résidence, qui permet de faire en sorte que toutes les personnes vivant sur le même territoire soient soumises aux mêmes règles. Toutefois, le critère de nationalité pose problème lorsqu'il implique plusieurs individus, par exemple en matière de mariage. Dans ce cas, la loi française admet qu'il faut faire une application distributive et cumulative, en fonction de la condition de validité considérée. Ainsi, lorsque les membres d'une même famille ont des nationalités différentes, la jurisprudence ou le législateur ont recours à des critères alternatifs. 1. Code civil français, article 3.3. 2. Localisation en fonction de l'objet, statut réel. La localisation en fonction de l'objet concerne le statut réel, c'est-à-dire les biens immobiliers meubles. Selon l'article 3.2 du Code civil français, les immeubles, même possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Cette règle de conflit est unilatérale et vise à soumettre les biens immobiliers à la loi du pays où ils sont situés.
Cependant, la jurisprudence a bilatéralisé cette règle en étendant son application aux biens meubles. Ainsi, tous les biens, qu'ils soient en immobilier ou meubles, sont soumis à la loi du lieu de leur situation 1. Il convient de noter que cette règle peut poser des difficultés lorsqu'il s'agit de déterminer quelle loi appliquer en cas de conflit entre la loi du statut réel et la loi de l'acte juridique lié à la chose. Dans la plupart des cas, la jurisprudence donne la primauté au statut réel sur la source contractuelle 1. Un code civil français, article 3.2. 3. Localisation en fonction de la source du rapport juridique. A. Les faits juridiques. B. Les actes juridiques. 1. Pour le fond. 2. Pour la forme. La localisation en fonction de la source du rapport juridique concerne les actes et les faits juridiques. En ce qui concerne les actes juridiques, on distingue entre le fond et la forme de l'acte. En ce qui concerne le fond, l'acte juridique est soumis à la loi choisie par les parties. Cela signifie que les parties peuvent choisir la loi applicable à leur contrat, ce qui favorise la liberté contractuelle et la prévisibilité des relations internationales 2. La Cour de justice de l'Union européenne a également consacré cette solution 2. En ce qui concerne la forme de l'acte juridique, la règle traditionnelle est de soumettre la forme de l'acte à la loi du pays où il a été conclu. Cependant, cette règle a été adaptée pour les contrats conclus à distance, où il peut être difficile de déterminer le lieu de conclusion de l'acte. Dans ce cas, la Cour de cassation a décidé que la règle de la loi du lieu de conclusion de l'acte était facultative. Ainsi, les parties peuvent choisir de respecter la loi du lieu de conclusion de l'acte ou les conditions de forme prévues par la loi applicable au fond 2. Il convient de noter qu'il existe une exception à ce caractère facultatif en matière de mariage. Selon l'arrêt Chaplin de 1963, la loi du lieu de célébration du mariage est impérative et s'impose 2. En ce qui concerne les faits juridiques, ils sont régis par la loi du pays où ils se produisent. Par exemple, les conséquences d'un accident de la circulation seront régies par la loi du pays où l'accident s'est produit 2. C. Les actes juridiques dans le cadre familial. Dans le cadre familial, les actes juridiques sont soumis à des règles de conflit spécifiques. En ce qui concerne les actes juridiques extra-patrimoniaux, c'est-à-dire les actes qui ne portent pas sur des biens, le fond de l'acte est soumis à la loi personnelle des parties. Cela signifie que la loi applicable est celle de l'État dont les parties possèdent la nationalité. Par exemple, en matière de mariage, la loi applicable aux effets personnels du mariage est la loi nationale commune des époux, et à défaut, la loi du domicile commun. Ces critères de rattachement alternatifs, la nationalité et le domicile, sont considérés comme des rattachements stables, en lien avec la stabilité de l'institution du mariage 3. En ce qui concerne les régimes matrimoniaux, c'est-à-dire les règles qui régissent les biens des époux pendant le mariage, la loi applicable est celle du premier domicile conjugal. Cette règle vise à prendre en compte la situation de fait des époux au moment de la célébration du mariage 3. Pour les successions, la règle traditionnelle était de distinguer entre les successions mobilières et immobilières. La loi compétente pour une succession mobilière était celle du dernier domicile du défunt, tandis que pour une succession immobilière, c'était la loi du lieu de situation de l'immeuble. Cependant, depuis l'entrée en vigueur du règlement succession en 2015, l'intégralité de la succession est soumise à la loi du dernier domicile du défunt, sauf si le défunt a choisi de soumettre sa succession à la loi de sa nationalité 2. Ces règles de conflit spécifiques dans le cadre familial visent à prendre en compte les particularités et les enjeux propres aux relations familiales, en favorisant la stabilité et la prévisibilité des situations juridiques. 2 règlements, UE, numéro 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la chapitre 2. Les méthodes concurrentes à la méthode bilatérale. Les méthodes concurrentes à la méthode bilatérale sont des approches alternatives utilisées pour résoudre les conflits de loi. Elles rejettent partiellement ou totalement le mécanisme de la méthode bilatérale et proposent d'autres critères de rattachement ou de désignation de la loi applicable. La méthode unilatérale consiste à appliquer la loi du pays, qui se contente de dire quand sa loi sera compétente, indépendamment des autres critères de rattachement. Cela signifie que la loi compétente est déterminée par la volonté du législateur de ce pays. La méthode des lois de police, également appelée méthode de l'ordre public, prévoit que les lois de l'état du fort, considérées comme impératives et cruciales pour la sauvegarde de l'ordre juridique, s'appliquent de manière impérative à la situation, peu importe que celle-ci soit internationale.
La méthode des règles matérielles, également appelée méthode de reconnaissance des situations, consiste à reconnaître l'existence d'un droit subjectif acquis par les parties sans appliquer de règles substantielles spécifiques. Le juge se contente de constater l'existence du droit et de le reconnaître. Ces méthodes concurrentes visent à apporter des solutions plus adaptées aux situations internationales et à favoriser l'obtention d'un résultat équitable. Elles peuvent être utilisées en complément ou en remplacement de la méthode bilatérale, en fonction des spécificités du litige et des législations nationales. Section 1. La méthode unilatéraliste. La méthode unilatéraliste est une approche de résolution des conflits de loi, qui consiste à appliquer la loi du pays, qui se contente de dire quand sa loi sera compétente, indépendamment des autres critères de rattachement. Cette méthode est basée sur le principe que chaque État a le droit de déterminer les cas dans lesquels sa loi s'appliquera, sans empiéter sur la souveraineté des autres États. Par exemple, en France, l'État et la capacité des personnes domiciliées en France sont régis par la loi française, selon le critère unilatéral du domicile. Cela signifie que la loi française s'appliquera à ces personnes, indépendamment de leur nationalité ou de la loi applicable dans leur pays d'origine. La méthode unilatéraliste vise à préserver la souveraineté des États en leur permettant de déterminer les cas dans lesquels leur loi sera compétente. Cependant, cette méthode peut poser des difficultés pratiques lorsqu'il y a des conflits négatifs ou positifs de compétences, c'est-à-dire lorsqu'aucune loi unilatérale ne s'applique ou lorsque plusieurs lois unilatérales veulent s'appliquer à une situation donnée. Section 2. Les lois de police. Les lois de police, également appelées lois impératives, sont des règles de droit interne d'un État qui sont considérées comme essentielles pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de ce pays. Ces lois doivent être appliquées par les juges, même si la règle de conflit de loi ne les désigne pas explicitement. La notion de loi de police n'est pas clairement définie dans le Code civil français, mais elle est reconnue par la jurisprudence. Par exemple, la Cour de cassation a qualifié de loi de police les règles françaises relatives au droit moral de l'auteur et au loyer pour les immeubles situés en France, qui doivent s'appliquer quelle que soit la loi applicable dans le contrat. L'Union européenne a également reconnu la notion de loi de police dans le règlement Rome I, qui porte sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Selon l'UE, les lois de police sont des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, au point d'en exiger l'application à toutes les situations relevant de leur champ d'application, indépendamment de la loi applicable d'eux. La qualification d'une règle interne en tant que loi de police peut être faite par le législateur lui-même, comme dans le cas de certains articles du Code civil ou du Code monétaire et financier. Dans d'autres cas, c'est au juge d'identifier le caractère de loi de police d'une règle interne d'eux. Les lois de police ont pour objectif de garantir la protection des intérêts publics d'un État et de préserver son ordre juridique. Elles peuvent être utilisées pour écarter l'application d'une loi étrangère normalement compétente dans une situation donnée d'eux. Un arrêt Hudson de 1991 de règlement Rome et de l'Union européenne. 1. Identification des lois de police. La notion de loi de police est une notion de droit international privé qui est présente dans le Code civil français à l'article 3.1. Cependant, le législateur ne fournit pas de définition précise de cette notion. On peut dire que les lois de police sont des règles de droit interne d'un État qui sont considérées comme essentielles pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de ce pays. La jurisprudence interne a également contribué à l'identification des lois de police. Par exemple, la Cour de cassation a qualifié de loi de police les règles françaises relatives au droit moral de l'auteur et au loyer pour les immeubles situés en France. L'Union européenne a également reconnu la notion de loi de police dans le règlement Rome I, qui porte sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Selon l'UE, les lois de police sont des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, au point d'en exiger l'application à toutes les situations relevant de leur champ d'application, quelle que soit la loi applicable d'eux. Il convient de noter que la qualification d'une règle interne en tant que loi de police peut être faite par le législateur lui-même, comme dans le cas de certains articles du Code civil ou du Code monétaire et financier. Dans d'autres cas, c'est au juge d'identifier le caractère de loi de police d'une règle interne d'eux. Un arrêt Hudson de 1991 de règlement Rome et de l'Union européenne. 2. Le régime des lois de police. Le régime des lois de police comprend deux aspects. Le régime des lois de police du fort et le régime des lois de police étrangères.
Le régime des lois de police du fort concerne la loi de police édictée par l'état du juge qui est saisi du litige. Dans ce cas, l'application impérative de la loi de police s'impose au juge en raison de l'intérêt crucial qu'elle représente. Le juge applique la loi de police avant même de consulter la règle de conflit de loi. Cependant, la loi de police ne peut pas s'appliquer de manière automatique, il est nécessaire de définir le champ d'application de chaque loi de police pour justifier son recours. Le régime des lois de police étrangères concerne les lois de police d'un État étranger, qui sont applicables à une situation donnée. Lorsqu'une loi de police étrangère est invoquée, le juge du fort doit décider si cette loi de police doit être appliquée ou non. En général, les tribunaux sont réticents à appliquer les lois de police étrangères, car cela peut entraîner une ingérence excessive dans la souveraineté d'un autre État. Cependant, si l'application de la loi de police étrangère est nécessaire pour protéger un intérêt crucial, le juge peut décider de l'appliquer. Il convient également de mentionner l'hypothèse d'un conflit de lois de police, c'est-à-dire lorsque les lois de police de différents États entrent en conflit. Dans ce cas, le juge doit décider quelle loi de police doit prévaloir en fonction des intérêts en jeu et des circonstances particulières de l'affaire. Un arrêt Hudson de 1991. A. Le régime des lois de police du fort. B. Le régime des lois de police étrangères. C. Le conflit de lois de police. Le conflit de lois de police se produit lorsqu'il y a une concurrence entre les lois de police de différents États. Dans ce cas, le juge doit décider quelle loi de police doit prévaloir en fonction des intérêts en jeu et des circonstances particulières de l'affaire. Si l'une des lois de police en conflit est la loi de police du fort, c'est-à-dire la loi de l'État où le juge est saisi du litige, alors le juge devra faire prévaloir cette loi de police. En revanche, si le conflit oppose deux lois de police étrangères, il n'y a pas de réponse claire. Dans ce cas, le juge devra examiner le contenu des lois de police en question et évaluer les objectifs poursuivis par chacune d'entre elles. Si les deux lois poursuivent le même but, le juge peut appliquer la loi la plus sévère, pour s'assurer que le résultat souhaité soit atteint. Cependant, si les deux lois poursuivent des objectifs opposés, le juge devra examiner attentivement les intérêts en jeu et les circonstances spécifiques de l'affaire, pour décider quelle loi de police doit prévaloir. Il convient de noter que le conflit de lois de police peut être complexe et nécessite une analyse approfondie de chaque situation spécifique. Les juges doivent prendre en compte les intérêts des parties, les objectifs des lois de police en conflit et les principes généraux du droit international privé pour parvenir à une décision équitable. Un arrêt Hudson de 1991. Section 3. Les règles matérielles. Falta. Section 4. La méthode de la reconnaissance. Falta. Titre 2. La mise en œuvre de la méthode bilatérale. La structure de la règle de conflit bilatéral comprend deux étapes. La qualification et la localisation. La qualification consiste à déterminer la nature juridique de la question posée. Par exemple, s'il s'agit d'une question de responsabilité délictuelle, de contrat, de droit de la famille, etc. Cette étape permet de catégoriser la question et de déterminer les règles de droit applicables à cette catégorie. La localisation consiste à déterminer l'état dont la loi est la plus appropriée pour répondre à la question posée. Cela se fait en utilisant un facteur de rattachement, qui est l'élément le plus significatif pour rattacher la situation à un ordre juridique. Par exemple, dans le cas d'un accident de voiture entre un Français et un Américain en Italie, le lieu où l'accident s'est produit sera le facteur de rattachement le plus approprié pour déterminer la loi applicable. La règle de conflit bilatéral cherche à désigner la règle substantielle qui servira à résoudre le litige au fond. Pour opérer cette désignation, elle va opérer un choix entre les différents ordres juridiques en concurrence, en fonction de la nature de la question posée au juge. Il convient de noter que la règle de conflit bilatéral est neutre, car elle ne vise pas à privilégier une solution par rapport à une autre. Elle cherche simplement à désigner la loi applicable en fonction des critères de qualification et de localisation. 1 Kever, D.F. 1965. Tes choix of Life Process. T.Al. Life Journal, 75, 6, 1019, 1062. Chapitre 1. La structure de la règle de conflit bilatéral. La structure de la règle de conflit bilatéral comprend deux étapes, la qualification et la localisation. La qualification consiste à déterminer la nature juridique de la question posée.
Par exemple, s'il s'agit d'une question de responsabilité délictuelle, de contrat, de droit de la famille, et que cette étape permet de catégoriser la question et de déterminer les règles de droit applicables à cette catégorie. La localisation consiste à déterminer l'état dont la loi est la plus appropriée pour répondre à la question posée. Cela se fait en utilisant un facteur de rattachement, qui est l'élément le plus significatif pour rattacher la situation à un ordre juridique. Par exemple, dans le cas d'un accident de voiture entre un Français et un Américain en Italie, le lieu où l'accident s'est produit sera le facteur de rattachement le plus approprié pour déterminer la loi applicable. La règle de conflit bilatéral cherche à désigner la règle substantielle qui servira à résoudre le litige au fond. Pour opérer cette désignation, elle va opérer un choix entre les différents ordres juridiques en concurrence, en fonction de la nature de la question posée au juge. Il convient de noter que la règle de conflit bilatéral est neutre, car elle ne vise pas à privilégier une solution par rapport à une autre. Elle cherche simplement à désigner la loi applicable en fonction des critères de qualification et de localisation. 1 Kever, D.F. 1965. T. Choiseul Process. T. Live Journal, 75, 6, 1019, 1062. Section 1. La qualification. 1. Le principe de la qualification l'euphorie. Le principe de la qualification l'euphorie est unanimement admis en droit international privé. Selon ce principe, la qualification d'une question de droit doit se faire selon la loi du fort, c'est-à-dire la loi de l'État où le juge est saisi. Cela signifie que le juge va utiliser les conceptions et les catégories du droit interne de l'État où il exerce sa juridiction pour qualifier la question de droit posée. Ce principe a été affirmé par la Cour de cassation française dans un arrêt du 22 juin 1955, l'arrêt Karaslani. Dans cette affaire, il s'agissait de déterminer la validité d'un mariage entre deux Grecs célébré en France. La Cour de cassation a estimé que la qualification devait se faire l'euphorie, c'est-à-dire selon les conceptions du droit français, et non selon le droit grec. Cette décision a établi le principe de la qualification l'euphorie en droit international privé français. Ce principe de qualification l'euphorie permet d'assurer une certaine cohérence et prévisibilité dans la résolution des litiges internationaux. Il évite également les conflits de qualification entre différents systèmes juridiques. Un arrêt Karaslani, Cour de cassation française, 22 juin 1955. A. Le fondement de la qualification. Le fondement de la qualification en droit international privé repose sur le principe de l'autonomie de la volonté des parties. Selon ce principe, les parties sont libres de choisir la loi applicable à leurs relations juridiques, à condition que ce choix soit valable et ne contrevienne pas à l'ordre public international. Ce fondement est également soutenu par le principe de la prévisibilité et de la sécurité juridique. En permettant aux parties de choisir la loi applicable, cela leur permet de connaître à l'avance les règles qui régiront leurs relations et de planifier en conséquence. Il convient de noter que le choix de la loi applicable peut être exprès, c'est-à-dire fait de manière explicite par les parties dans un contrat ou une convention. Il peut également être implicite, c'est-à-dire déduit des circonstances de l'affaire ou des comportements des parties. B. Le choix de catégorie parmi les différentes catégories des lois du fort. Le choix de catégorie parmi les différentes catégories des lois du fort est un concept développé par la doctrine française en droit international privé. Selon ce concept, le juge peut choisir la catégorie de loi du fort qui sera applicable à un litige donné, en fonction de la nature de la question juridique soulevée. Par exemple, si la question concerne la validité d'un contrat, le juge peut choisir d'appliquer les règles de droit français relatives au contrat. Si la question concerne la responsabilité délictuelle, le juge peut choisir d'appliquer les règles de droit français relatives à la responsabilité civile. Ce choix de catégorie permet au juge de sélectionner les règles de droit du fort, qui sont les plus appropriées, pour résoudre le litige, en fonction de la nature de la question posée. Cela permet d'assurer une meilleure adéquation entre les règles de droit appliquées et les enjeux spécifiques du litige. 1. Conflit externe. Le choix de catégorie parmi les différentes catégories des lois du fort est un concept qui concerne le conflit externe en droit international privé. Il s'agit de la situation où les règles de conflit de loi du fort désignent la loi d'un autre État, pour régir une question de droit donnée. Dans ce cas, le juge du fort va devoir choisir la catégorie de loi du fort qui sera applicable à la situation, en fonction de la nature de la question juridique soulevée.
Par exemple, si la question concerne la validité d'un contrat, le juge peut choisir d'appliquer les règles de droit du fort relatives au contrat. Si la question concerne la responsabilité délictuelle, le juge peut choisir d'appliquer les règles de droit du fort relatives à la responsabilité civile. Ce choix de catégorie permet au juge de sélectionner les règles de droit du fort, qui sont les plus appropriées, pour résoudre le litige, en fonction de la nature de la question posée. Cela permet d'assurer une meilleure adéquation entre les règles de droit appliquées et les enjeux spécifiques du litige. Il convient de noter que ce choix de catégorie est encadré par les règles de conflit de loi du fort, qui déterminent les critères et les principes à prendre en compte, pour choisir la catégorie de loi applicable. 2. Conflit interne. Le choix de catégorie parmi les différentes catégories des lois du fort est un concept développé par la doctrine française en droit international privé. Selon ce concept, le juge peut choisir la catégorie de loi du fort qui sera applicable à un litige donné, en fonction de la nature de la question juridique soulevée. Ce concept a été développé par la doctrine française, notamment par le professeur Pierre Meillet, dans le but de permettre au juge de sélectionner les règles de droit du fort, qui sont les plus appropriées, pour résoudre le litige, en fonction de la nature de la question posée. Cela permet d'assurer une meilleure adéquation entre les règles de droit appliquées et les enjeux spécifiques du litige. Il convient de noter que ce choix de catégorie est encadré par les règles de conflit de loi du fort, qui déterminent les critères et les principes à prendre en compte, pour choisir la catégorie de loi applicable. 2. Rôle de la qualification de la loi étrangère. La qualification de la loi étrangère joue un rôle essentiel en droit international privé. Elle permet au juge du fort de déterminer quelle est la loi applicable à une situation donnée lorsque celle-ci est régie par un ordre juridique étranger. La qualification de la loi étrangère consiste à déterminer la nature et la catégorie de cette loi, afin de l'appliquer correctement. Cela implique d'identifier les règles de conflit de loi de l'ordre juridique étranger et de les interpréter, pour déterminer quelle est la loi désignée par ces règles. La qualification de la loi étrangère peut être complexe, car elle nécessite une connaissance approfondie du droit étranger et de ses règles de conflit de loi. Elle peut également être influencée par les principes et les critères de qualification du droit du fort. Il convient de noter que la qualification de la loi étrangère peut avoir des conséquences importantes sur le résultat d'un litige. En effet, chaque ordre juridique peut avoir des règles et des principes différents, ce qui peut conduire à des résultats différents selon la loi applicable. A. Étude d'une institution étrangère inconnue du fort. L'étude d'une institution étrangère inconnue du fort est une situation qui se présente en droit international privé lorsque le juge du fort est confronté à une institution juridique étrangère qu'il ne connaît pas ou qui n'existe pas dans son propre système juridique. Dans ce cas, le juge doit procéder à une recherche dans la situation étrangère pour trouver l'équivalent de cette institution dans son propre système juridique. Cette recherche consiste à identifier la fonction remplie par cette institution étrangère et à déterminer si une institution similaire existe dans le droit du fort. Par exemple, si le juge est confronté à un mariage religieux ou à la question de la polygamie, il devra analyser la fonction de ces institutions dans la situation étrangère. S'il constate que la fonction de ces institutions est d'organiser la relation de couple, il pourra les assimiler à l'institution du mariage dans son propre système juridique. Cependant, si la situation étrangère concerne le concubinage, qui n'est pas reconnu dans le droit du fort, le juge devra trouver une autre solution. Cette étude d'une institution étrangère inconnue du fort permet au juge de trouver une solution adaptée au litige en se basant sur les principes et les institutions existantes dans son propre système juridique. B. La qualification en sous-ordre. La qualification en sous-ordre est une méthode utilisée en droit international privé lorsque le juge est confronté à une situation étrangère qui ne correspond à aucune catégorie du droit du fort. Dans ce cas, le juge va opérer une qualification en se référant au droit étranger lui-même, c'est-à-dire à la loi applicable désignée par les règles de conflit de loi. Par exemple, si le juge du fort est confronté à une institution étrangère inconnue du droit du fort, il va examiner la loi étrangère applicable pour déterminer comment cette institution est qualifiée dans le droit étranger. Il va ensuite appliquer cette qualification étrangère à la situation en question. Cette méthode permet au juge de prendre en compte les spécificités de la situation étrangère et d'appliquer les règles de droit étranger de manière adéquate. Elle permet également de respecter le principe de l'autonomie de la volonté des parties, en appliquant la loi choisie par les parties dans leur contrat ou leur convention.
Il convient de noter que la qualification en sous-ordre est une exception à la règle générale selon laquelle la qualification se fait loge fori, c'est-à-dire selon la loi du fort. Elle est utilisée lorsque la situation étrangère ne peut pas être qualifiée dans les catégories du droit du fort. Section 2. Le rattachement. Le rattachement est une étape essentielle en droit international privé, qui consiste à identifier le facteur de rattachement choisi parmi les éléments de la situation pour déterminer l'ordre juridique applicable. Cette étape permet de localiser le critère de rattachement dans l'espace et de rattacher la situation à l'ordre juridique compétent. Il peut y avoir des difficultés lors de cette étape de rattachement. Tout d'abord, il peut y avoir des difficultés pour définir précisément l'élément de rattachement. Par exemple, la notion de domicile peut varier selon les conceptions du droit interne et du droit international privé. Ensuite, il peut y avoir des situations où plusieurs faits semblent correspondre à la définition de l'élément de rattachement, ou au contraire, aucun fait ne semble y correspondre. Dans ces cas, le juge devra analyser les différents éléments de la situation pour déterminer lequel est le plus pertinent pour le rattachement. Enfin, il peut y avoir des difficultés chronologiques lorsque l'élément de rattachement a subi une modification dans le temps, que ce soit en droit ou en fait. Il est important de noter que l'interprétation du critère de rattachement est effectuée selon les conceptions de l'auteur de la règle de conflit de loi, c'est-à-dire la loi du fort. Cela signifie que le sens donné à la notion de rattachement peut varier selon le système juridique applicable. 1. Les difficultés d'identification du rattachement. Les difficultés d'identification du rattachement peuvent se présenter dans plusieurs situations en droit international privé. Voici quelques exemples. 1. Difficulté pour définir l'élément de rattachement. Il peut y avoir des difficultés pour déterminer précisément quel élément de la situation doit être utilisé comme critère de rattachement. Par exemple, dans le cas d'un litige concernant un contrat international, il peut être difficile de déterminer si le critère de rattachement doit être le lieu de conclusion du contrat, le lieu d'exécution ou la nationalité des parties. 2. Multiples faits correspondant à l'élément de rattachement. Il peut arriver que plusieurs faits de la situation semblent correspondre à la définition de l'élément de rattachement. Par exemple, dans le cas d'un accident de la route impliquant des conducteurs de nationalités différentes, il peut être difficile de déterminer quel critère de rattachement doit être utilisé, le lieu de l'accident, la nationalité des conducteurs, etc. 3. Aucun fait correspondant à l'élément de rattachement. Il peut également arriver qu'aucun fait de la situation ne semble correspondre à la définition de l'élément de rattachement. Par exemple, dans le cas d'un litige concernant une propriété intellectuelle créée conjointement par des personnes de nationalités différentes, il peut être difficile de déterminer quel critère de rattachement doit être utilisé. Ces difficultés peuvent nécessiter une analyse approfondie de la situation et une interprétation des règles de conflit de loi pour déterminer le critère de rattachement le plus approprié. 2. Pluralité ou défaut de rattachement. A. La pluralité de rattachement. B. Le défaut de rattachement. La pluralité des rattachements peut poser des difficultés lorsqu'il y a un conflit de loi. Par exemple, si une situation implique plusieurs éléments de rattachement, tels que la nationalité des parties, le lieu de conclusion du contrat et le lieu d'exécution, il peut être difficile de déterminer quel critère de rattachement doit prévaloir. Dans de tels cas, la jurisprudence française a établi des règles pour résoudre les conflits de rattachement. Par exemple, si le conflit de nationalité met en cause la nationalité du fort, c'est cette nationalité qui l'emportera. Cependant, si le conflit de nationalité ne concerne pas la nationalité du fort, le juge devra appliquer les règles de conflit de loi pour déterminer quelle loi est applicable. En cas de défaut de rattachement, c'est-à-dire lorsqu'aucun élément de la situation ne correspond à la définition de l'élément de rattachement, plusieurs solutions sont possibles. Par exemple, il est possible de poser un critère de rattachement subsidiaire en cas de défaillance du critère principal. Cela permet de pallier le défaut de rattachement et de désigner un ordre juridique applicable. 3. Modification de l'élément de rattachement. Lorsqu'il y a une modification de l'élément de rattachement dans le temps, cela peut poser des complications en droit international privé. Par exemple, si la loi applicable est déterminée en fonction de la nationalité des parties au moment de la conclusion du contrat, mais que la nationalité d'une des parties change pendant l'exécution du contrat, cela peut entraîner une modification de l'élément de rattachement. Dans de tels cas, il est nécessaire de déterminer si la loi applicable doit être celle en vigueur au moment de la conclusion du contrat ou celle en vigueur au moment de la modification de l'élément de rattachement.
Cette question relève du conflit de loi dans le temps. La résolution de ce conflit de loi dans le temps peut varier selon les systèmes juridiques. Certains pays appliquent la loi en vigueur au moment de la conclusion du contrat, tandis que d'autres appliquent la loi en vigueur au moment de la modification de l'élément de rattachement. Il convient de noter que la résolution de ce type de situation peut également dépendre des règles de conflit de loi spécifiques applicables dans chaque pays. A. Le changement de la règle de conflit du fort. Lorsqu'il y a un changement de la règle de conflit du fort, cela peut avoir un impact sur le rattachement et la détermination de la loi applicable. Par exemple, si une situation est soumise à la loi du fort en vertu de la règle de conflit en vigueur au moment de la saisine du tribunal, mais que cette règle est modifiée avant que le jugement ne soit rendu, cela peut entraîner un changement de la loi applicable. En revanche, la modification de l'élément de rattachement concerne le changement de l'élément lui-même, par exemple, un changement de nationalité, de domicile ou de lieu d'exécution d'un contrat. Ce changement peut également avoir un impact sur la détermination de la loi applicable. Il est important de noter que ces deux situations peuvent se produire indépendamment l'une de l'autre, mais elles peuvent également être liées. Par exemple, un changement de la règle de conflit du fort peut entraîner un changement de l'élément de rattachement, ou vice-versa. La résolution de ces situations peut varier selon les systèmes juridiques et les règles de conflit de loi spécifiques applicables dans chaque pays. Il est donc important de consulter la législation et la jurisprudence pertinente pour déterminer la loi applicable dans un cas donné. B. Changement de la règle de conflit étrangère. Lorsqu'il y a un changement de la règle de conflit étrangère dans la modification de l'élément de rattachement, cela peut également avoir un impact sur la détermination de la loi applicable. Par exemple, si une situation est soumise à la loi étrangère en vertu de la règle de conflit en vigueur au moment de la modification de l'élément de rattachement, mais que cette règle est modifiée avant que le litige ne soit résolu, cela peut entraîner un changement de la loi applicable. La résolution de ce type de situation peut varier selon les systèmes juridiques et les règles de conflit de loi spécifiques applicables dans chaque pays. Il est donc important de consulter la législation et la jurisprudence pertinente pour déterminer la loi applicable dans un cas donné. C. L'hypothèse du conflit mobile. L'hypothèse du conflit mobile peut également se poser dans le cas d'une modification de l'élément de rattachement. Par exemple, si un bien meuble est initialement situé dans un pays étranger et est ensuite introduit dans un autre pays, cela peut entraîner un changement de l'élément de rattachement. Dans cette situation, la loi applicable au droit réel de ce bien sera celle du pays où il est actuellement situé. Cela signifie que si le bien est introduit dans un nouveau pays, la loi de ce pays sera applicable au droit réel de ce bien. Cette solution a été établie par la jurisprudence française, notamment dans l'arrêt Société des Actes du 8 juillet 1969. Selon cet arrêt, si un meuble est introduit en France depuis un pays étranger, la loi française, en tant que loi de la nouvelle situation du meuble, sera applicable au droit réel de ce bien en France. Il est important de noter que la résolution de ce type de situation peut varier selon les systèmes juridiques et les règles de conflit de loi spécifiques applicables dans chaque pays. Il est donc nécessaire de consulter la législation et la jurisprudence pertinente pour déterminer la loi applicable dans un cas donné. Section 3. Le renvoi. Le renvoi est une notion en droit international privé qui se réfère à la situation où une règle de conflit de loi d'un pays, loi A, renvoie à une autre règle de conflit de loi d'un autre pays, loi B, pour déterminer la loi applicable. Le renvoi peut se produire au premier degré, où la loi A renvoie directement à la loi B, ou au second degré, où la loi A renvoie à la loi B qui renvoie ensuite à la loi C, et ainsi de suite. En ce qui concerne le renvoi au premier degré, la Cour de cassation française a établi dans l'arrêt Forgo du 24 juin 1878 que si la loi étrangère renvoie à la loi du fort, le juge français doit accepter ce renvoi et appliquer la loi du fort. Cette position a été confirmée dans les arrêts ultérieurs Soulier-Casse. 9 mars 1910, et Balestre-Rocasse. Civ. 1, 21 mars 2000. En ce qui concerne le renvoi au second degré et plus, la position de la Cour de cassation française est que la loi française de droit international privé ne souffre pas du renvoi et qu'il est préférable que la loi française régisse les intérêts qui naissent sur son territoire, arrêt Soulier. Il convient de noter que la question du renvoi peut varier selon les systèmes juridiques et les règles de conflit de loi spécifiques applicables dans chaque pays.
Il est donc important de consulter la législation et la jurisprudence pertinente pour déterminer si le renvoi est accepté et comment il est traité dans un cas donné. Un arrêt Forgo du 24 juin 1878. 2 arrêts Soulier-Casse. 9 mars 1910. 3 arrêts Balestre-Rocasse. Cives. 1, 21 mars 2000. 1. Le renvoi au premier degré. Le renvoi au premier degré a été établi par la jurisprudence française, notamment dans l'arrêt Forgo du 24 juin 1878. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a accepté le renvoi de la loi étrangère à la loi du fort. Cette position a été confirmée dans les arrêts ultérieurs Soulier-Casse. 9 mars 1910, et Balestre-Rocasse. Cives. 1, 21 mars 2000. La Cour de cassation a maintenu sa position selon laquelle la loi française de droit international privé ne souffre pas du renvoi et qu'il est préférable que la loi française régisse les intérêts qui naissent sur son territoire. Un arrêt Forgo du 24 juin 1878. 2 arrêts Soulier-Casse. 9 mars 1910. 3 arrêts Balestre-Rocasse. Cives. 1, 21 mars 2000. 2. Le renvoi au second degré. Le renvoi au second degré a été admis par la Cour de cassation française dans l'arrêt Zerga du 15 juin 1982. Dans cette affaire, il s'agissait de déterminer la validité d'un mariage entre 2 époux de nationalité syrienne et de confession israélite, qui s'étaient mariés en Italie selon les règles de la loi mosaïque. La Cour de cassation a accepté le renvoi de la loi italienne à la loi syrienne, tout en précisant que ce renvoi se justifiait par ce qu'il conduisait à valider le mariage. La question du renvoi au second degré est celle de savoir si le juge doit tenir compte de cette divergence et appliquer la loi désignée par la règle de conflit étrangère. La Cour de cassation a affirmé que la loi française de droit international privé ne souffre d'aucune manière du renvoi qui est fait à la loi interne française par la loi de droit international privé étranger. Elle a également souligné qu'il n'y a qu'avantage à ce que tout conflit se trouve ainsi supprimé et à ce que la loi française régisse d'après ses propres vues les intérêts qui naissent sur son territoire. Un arrêt Zerga-Casse. 15 juin 1982.